et dans le cas de livres intelligibles, clairement écartés comme inutiles, dans la mesure où leur compréhension n'exige même pas la connaissance de la langue à laquelle ils furent originellement composés. Spinoza veut dire que dans le cas de livres intelligibles, on n'a pas besoin de savoir de quelle manière et en quelle occasion ils furent écrits, mais comparer ce qu'il dit sur ses propres Renati Descartes de Principia Philosophia. Lorsque Spinoza indique qu'il faut examiner les différents états dans lesquels se sont trouvés les Hébreux à différentes époques, afin de ne pas attribuer à Moïse, par exemple, des institutions beaucoup plus tardives, il ne contredit pas formellement ce qu'il implique, à savoir que la compréhension des institutions ne requiert pas l'histoire, car dans le premier passage, il ne parle que des institutions décrites dans la Bible, c'est-à-dire dans un livre qui est complètement inintelligible sans l'histoire. Notre étude des règles de lecture de Spinoza semble avoir abouti à une impasse. Nous ne pouvons pas lire ces livres comme il lit la Bible parce que ces livres ne sont sûrement pas hiéroglyphiques. Et nous ne pouvons pas non plus les lire comme il lit Euclide et d'autres livres intelligibles parce que ces livres ne nous sont pas aussi facilement intelligibles que l'étaient pour lui les livres non hiéroglyphiques qu'il connaissait. Si un auteur de l'intelligence de Spinoza, qui parle avec une telle assurance sur les sujets bibliques les plus importants, avoue tout uniment qu'il ne comprend pas la Bible, il nous faut de notre part avouer qu'il ne peut être facile de le comprendre lui-même. Ces règles de lecture sont inutiles ou peu utiles pour la compréhension de livres qui ne sont ni hiéroglyphiques ni aussi faciles d'accès qu'un manuel moderne de géométrie euclidienne. On pourrait dire bien sûr qu'en établissant des règles pour les deux cas extrêmes, Spinoza nous a donné à entendre comment des livres de difficulté modérée doivent être lus. Des livres de ce genre ne sont ni absolument intelligibles, ni absolument inintelligibles sans l'histoire. On a besoin de l'histoire pour la compréhension d'un livre dans la mesure où ce livre ne s'explique pas par lui-même. Mais si l'on ne veut pas complètement supprimer l'esprit des affirmations de Spinoza, il faut ajouter de la manière la plus insistante que selon lui la contribution de l'histoire à la compréhension de livres véritablement utiles ne peut qu'être insignifiante. D'un autre côté, l'interprète moderne de Spinoza considère comme très utile et même comme indispensable de comprendre les livres de Spinoza, et il est en même temps convaincu que l'histoire contribue de manière très importante à leur compréhension. Ainsi, cet interprète contredit-il Spinoza sur un point qui apparemment n'est pas négligeable. Il soutient que l'on ne peut pas comprendre les livres de Spinoza à partir des principes herméneutiques propres de Spinoza. Ainsi, la question devient inévitable de savoir s'il est possible de comprendre Spinoza à partir du rejet de ces principes. La réponse qu'on donnera dépendra de l'importance que l'on attache à la question controversée. S'il est vrai que le problème de l'histoire pleinement compris se confond avec le problème de la nature de la philosophie elle-même, une différence fondamentale d'orientation sépare l'interprète moderne de Spinoza. L'interprète moderne tient pour acquis que pour être à la hauteur de sa tâche, la philosophie doit être historique et que par conséquent l'histoire de la philosophie est une discipline philosophique. Il présuppose donc dès le départ du seul fait qu'il est un historien philosophique de la philosophie et pas simplement un amateur d'antiquité que toute l'attitude de Spinoza telle que Spinoza lui-même l'a présentée et la comprenait est insoutenable parce qu'elle est manifestement non historique. Il manque par conséquent de la motivation de la plus forte pour tenter de comprendre l'enseignement de Spinoza tel que Spinoza lui-même le comprenait, cette motivation étant le soupçon que l'enseignement de Spinoza est le vrai enseignement. Sans cette motivation, aucun homme raisonnable ne consacrerait toute son énergie à la compréhension de Spinoza. Or, sans un tel investissement entier, les livres de Spinoza ne dévoileront jamais leur pleine signification. Il semble donc qu'on ne puisse pas comprendre Spinoza si l'on accepte ses principes herméneutiques, et qu'on ne peut pas non plus le comprendre si on les rejette. Pour nous tirer de cette difficulté, nous devons tout d'abord comprendre pourquoi Spinoza pouvait se contenter de ces remarques insatisfaisantes sur la manière dont il faut lire les livres sérieux. Il ne suffit pas de dire qu'il était exclusivement soucieux de la vérité sur le tout, et non de ce que d'autres en disaient, car il savait trop bien combien il était redevable à certains livres écrits par d'autres hommes pour la pénétration de ce qu'il tenait pour la vérité. La vraie raison est son mépris pour cette pensée du passé à laquelle on ne peut accéder que par la lecture de livres très difficiles. Toute autre chose égale, on a plus besoin de l'histoire pour comprendre les livres du passé que pour la compréhension de livres contemporains.
Si un homme croit que les livres les plus utiles ou les plus importants sont des livres contemporains, il lui sera difficile de faire jamais l'expérience du besoin d'interprétation historique. Tel était le cas de Spinoza. Le seul livre qu'il publia sous son propre nom est consacré à la philosophie de Descartes. Les seuls livres, hormis la Bible, au sujet desquels il écrivit jamais, beaucoup furent des livres de Descartes et de Boyle. Autrement dit, des livres de contemporains. L'autorité de Socrate, de Platon et d'Aristote, sans parler de ceux qui les ont suivis, n'avait pas beaucoup de poids à ses yeux. Il admirait beaucoup plus Épicure, Démocrite, Lucrèce et ceux qui les ont suivis. Cependant, on trouve difficilement un signe non ambigu qu'il ait étudié leurs ouvrages, ou ce qu'il en reste, avec une quelconque assiduité. Il avait un accès facile à leur enseignement par l'intermédiaire des écrits de Gassendi, un contemporain. En ce qui concerne en particulier la philosophie politique, il déclare sèchement que toute la philosophie politique antérieure à la sienne est inutile. Il reconnaît devoir beaucoup à certains hommes remarquables qui ont écrit beaucoup de choses excellentes sur le bon mode de vie et qui ont donné des conseils pleins de sagesse aux mortels. Il pensait probablement à des auteurs comme Sénèque et Cicéron. Mais les doctrines auxquelles il se réfère sont de leur nature facile à comprendre par tout le monde. En ce qui concerne un enseignement beaucoup plus difficile et beaucoup plus fondamental, à savoir la thèse suivant laquelle Dieu est la cause immanente de toute chose, il soupçonne même qu'il dit la même chose que tous les anciens philosophes, bien que d'une autre manière, et que tous les anciens Hébreux, autant qu'il est permis de le conjecturer, d'après quelques traditions, qui en outre ont été altérées de bien des façons. Ce n'est pas ainsi que l'on parle de sources littéraires bien définies. Par ailleurs, il était probablement plus sincère lorsqu'il disait que sa doctrine de Dieu s'écartait radicalement de tous les autres enseignements qu'il connaissait. Naturellement, il avait lu un nombre considérable de vieux livres, spécialement dans sa jeunesse. Mais la question est de savoir quelle importance Spinoza leur accordait, ainsi qu'à leur étude dans sa maturité. Son attitude n'est pas surprenante. La conviction qu'ils accomplissaient un progrès par rapport à toute philosophie ou science antérieure, un progrès condamnant à un oubli mérité toutes les tentatives antérieures, était assez courante chez les hommes qui furent à l'origine de l'émergence de la philosophie ou de la science moderne. Mais Spinoza, qui écrivait pour la postérité, plutôt que pour ses contemporains, doit bien s'être rendu compte que le jour viendrait où ses propres livres seraient de vieux livres. Cependant, s'ils contiennent la vérité, c'est-à-dire la description claire et distincte du tout, il semble ne pas y avoir de raison qui les empêche d'être directement intelligibles à toutes les époques, pourvu du moins qu'ils survivent. Cette réponse elle-même, cependant, semble montrer de manière concluante que Spinoza n'a pas envisagé une possibilité cruciale qui est tout à fait claire pour nous, la possibilité que l'orientation d'ensemble d'une période puisse être remplacée par une orientation radicalement différente, et qu'après un tel changement, on ne puisse surmonter le gouffre séparant la pensée de l'époque plus tardive de celle de l'époque antérieure qu'en ayant recours à l'interprétation historique. Du point de vue de Spinoza, on devrait rétorquer qu'il niait non pas la possibilité d'un tel changement après l'apparition de sa doctrine, mais sa légitimité. L'abandon de sa manière d'aborder les problèmes pour une autre radicalement différente, serait à ses yeux une erreur manifeste, et il s'agirait seulement d'une nouvelle rechute de la pensée humaine dans la servitude de la superstition. Les règles de lecture de Spinoza viennent de ce qu'il croyait au caractère ultime de sa philosophie, qu'il prenait pour la présentation claire et distincte du tout, et donc pour la vraie présentation du tout. Si nous rejetons la croyance de Spinoza à l'éliminer, nous ne pourrons jamais le comprendre, parce que la motivation nécessaire pour tenter de le comprendre convenablement nous fera défaut. D'un autre côté, si nous élargissons notre esprit en prenant au sérieux la possibilité qu'il ait raison, nous pouvons le comprendre. Non seulement nous aurons la motivation indispensable, mais en outre nous serons en mesure de corriger ces règles insuffisantes de lecture sans avoir à craindre, ce faisant, de nous écarter radicalement de ces principes fondamentaux. Car si ces principes sont bons, les questions d'herméneutique ne peuvent être centrales. Plus précisément, le besoin d'une rectification de l'herméneutique de Spinoza découle directement de la supposition selon laquelle son enseignement est le vrai enseignement. En se fondant sur cette supposition, le vrai enseignement ne nous est accessible que par l'intermédiaire de certains vieux livres. La lecture de vieux livres devient alors extrêmement importante pour nous, pour la raison même pour laquelle elle a été tout à fait sans importance pour Spinoza. Nous aurons alors un besoin très urgent d'une herméneutique élaborée pour la raison même qui permettait à Spinoza de s'en passer. Nous demeurons en parfait accord
avec la manière de penser de Spinoza tant que nous considérons l'invention d'une méthode historique plus raffinée plutôt comme un remède désespéré pour une situation désespérée que comme le symptôme d'une culture saine et florissante. Notre argumentation implique l'hypothèse selon laquelle c'est seulement grâce à certains vieux livres que l'on peut aujourd'hui accéder à la vérité. Il nous faut encore montrer que cette hypothèse est compatible avec les principes de Spinoza. Spinoza savait que la force des obstacles naturels à la philosophie, obstacles qui sont les mêmes à toutes les époques, peut être augmentée par des erreurs particulières. Les déchaînements de colère naturelle et sporadique contre la philosophie peuvent être remplacés par une répression délibérée et impitoyable. L'ennemi naturel de la philosophie, la superstition, peut revêtir les armes de la philosophie et se transformer ainsi en une pseudo-philosophie. Il existe une diversité indéfinie de pseudo-philosophie dans la mesure où tout pseudo-philosophe tardif peut tenter d'améliorer les prouesses ou d'éviter certaines erreurs de ses prédécesseurs.